Bonjour. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Oui, ce que vous voyez là, c'est un visage d'homme joyeux. Je suis joyeux car j'ai vu une vidéo. Oui, une vidéo d'un droitardé. Le droitardé s'appelle Christopher Lan, ou bien Lanès, je ne sais pas comment ça se prononce. Et pour ne pas présumer de son identité de genre, je vais dire Cricri. Et donc notre ami Cricri s'est cru permis de faire une vidéo sur le film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Première question, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton avis sur Jeanne d'Arc de Luc Besson? Deuxième question, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Jeanne d'Arc de Luc Besson? Troisième question, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Luc Besson? Rien. Et quatrième question, mais quel niveau de masochisme c'est que de regarder un film de Luc Besson? Moi, par exemple, qui suis un grand masochiste, je place le fait de regarder un film de Luc Besson quelque part entre se faire ses poucous, donc le masochisme sympa, voilà, tu meurs, mais bon, t'as pris du plaisir, la lame elle est rentrée dans ton ventre, t'as transpercé tes intestins, on fait même des films après sur toi. Je mettrais Luc Besson un peu au-dessus. Et le fait de regarder justement une vidéo de Christopher Lan, terrible souffrance, terrible plaisir de la souffrance. Mais vu que même mon masochisme a ses limites, je me suis permis, voilà, par faiblesse peut-être, de ne pas regarder le film Jeanne d'Arc de Luc Besson, déjà parce que, un, j'en ai rien à foutre, et de deux, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Hein, voilà, j'ai déjà vu la vidéo de Cricri, je vais pas en plus me taper un truc nul de Luc Besson. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous totalement du film, je m'en fous qu'il en dise du mal, la question c'est pourquoi est-ce que lui ne l'aime pas? Est-ce que les raisons pour lesquelles lui ne l'aime pas, qu'est-ce qu'elles disent de lui? Qu'est-ce qu'elles disent de son rapport au cinéma? Parce qu'on peut détester un mauvais film pour de très mauvaises raisons. Si jamais vous vous dites « Oh, j'aime pas la série Obi-Wan parce que dedans il y a une noire et puis en fait j'aime pas les noirs alors du coup voilà c'est woke, c'est nul ». Oui, vous détestez une série de merde, mais vous la détestez pour de très mauvaises raisons. Enfin, je présume, je l'ai pas regardé non plus. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai naturellement revu le film que j'avais déjà pu voir plusieurs fois. Et pendant que je le regardais, mon fils était dans le coin, voilà, il faisait sa vie à côté. Et soudain, il est venu jeter un petit coup d'œil. Et là, il m'a dit « Mais il est pas bien ce film ». Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu « On dirait qu'elle est folle ». Il a 7 ans. Hein. Et comme moi, à l'époque, il a lui aussi senti que quelque chose n'allait pas. Alors même qu'il n'a pas particulièrement d'image précise de Jeanne. De la vraie Jeanne. J'ai envie de dire, heureusement que ce film est mauvais. Heureusement qu'il dégage à ce point ce côté malsain, dérangeant et abusif, afin qu'il ne permette pas à des enfants, à des ados, d'imprimer si facilement cette image de Jeanne dans leur tête. Bon, donc que le film soit mauvais, comme dit, je n'irai pas vérifier, je te fais confiance, Cricri, tu vois, c'est ma bonté. Voilà, je te fais confiance, c'est de la merde, ok. Mais la question, c'est en quoi est-ce qu'un film qui serait abusif, malsain, en quoi est-ce que ce serait un problème? En quoi est-ce que ce serait un problème de voir un film malsain? Est-ce que toi, Cricri, tu serais pour des films lissés? Des films qui ne causeraient du tort à personne? Des films complètement uniformisés? Oh, mais Cricri, serais-tu, je n'ose dire le mot, un woke? Un woke? Un woke islamo-gauchiste? Je crains bien que oui. Pour moi, quelqu'un qui exige des films lisses, des films qui ne causent de tort à personne, des films gentils, j'appelle ça des woke, monsieur. Des woke. Surtout qu'en fait, la Cricri, il veut pas que cette version de Jeanne d'Arc soit gravée dans la tête d'enfant. Ok, est-ce que c'est un argument contre le film? J'en sais rien en fait, on s'en branle en fait que tu veuilles pas que cette vision soit gravée dans la tête d'enfant. Par exemple, le jour où j'aurai des morveux et que je vais leur parler de mon mythe préféré, le mythe d'Oedipe, je vais pas commencer par la version de Pasolini. Voilà. Mais ça ne dit rien sur la qualité du film de Pasolini en lui-même. Il est très bien le film de Pasolini. Juste, c'est pas un film pour enfants. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que lui il est là en train de dire ah ouais Gladiator, on peut montrer ça à des enfants, c'est bien, franchement, ouais franchement les valeurs, elles sont bien, Braveheart, ouais on peut montrer ça à des enfants, c'est bien, franchement, ouais. Mais Jeanne d'Arc de Luc Besson, oh non surtout pas, surtout pas. Bon, j'abrège le suspense, tu sais, je sais, nous savons, vous savez, ils savent. C'est politique. Oui monsieur, Cricri est un animal politique. Jeanne d'Arc c'est son perso fétiche, hein, et donc il veut que la version de son personnage fétiche soit respectée. Que tous les réalisateurs, ils se conforment à la vision qu'il a, lui, de son personnage fétiche. Mais qui agit comme ça? Qui agit comme ça? Vous le savez, je le sais. Les fans de Star Wars. Évidemment, les fans de Star Wars, ils agissent comme ça. En Luke, dans l'épisode 8, franchement, ils n'ont pas respecté le personnage, hein, franchement, non, mais Luke, en fait, il est pas comme ça, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé. Non, franchement, ne supporte pas cette vision de personnage de Luke, franchement, c'est un mauvais film, hein.
Vous êtes des enfants, monsieur. Vous êtes des enfants. Ou un fan de Star Wars, mais après, je n'aimerais pas discriminer. Les fans de Marvel sont exactement les mêmes. Hein, il faut que le personnage corresponde bien à ce qu'ils se sont imaginés en lisant les BD. Hein, voilà, en disant, oh là là, mais quand même, franchement, non, mais cette version de Spider-Man, vraiment, elle est pas bien, quoi. Parce qu'en fait, vraiment, dans le comics, un numéro 4743, et ben en fait, un Spider-Man, on comprend qu'en fait, voilà, et donc en fait, dans ce film, et ben vraiment, c'est pas la même conception de l'esprit. Là, Cricri, tu te comportes comme un vulgaire acheteur de Funko Pop. Oui, monsieur, tu es un vulgaire acheteur de Funko Pop. Toi, tu veux ta version du personnage, et puis c'est tout, rien d'autre, rien qui dépasse. Que celle-là. Toute autre vision serait crime. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais nous, en fait, on n'achète pas des Funko Pop, hein, on achète des statues en plâtre. Alors oui, effectivement, bah peut-être que notre ami, voilà, Cricri va pas acheter une Funko Pop Jeanne d'Arc, hein, voilà, je vous la vends. Mais il va acheter plutôt un buste en plâtre de Jeanne d'Arc, hein, voilà. Et puis il le mettra dans son décor, voilà. Bon, est-ce que ça change les choses fondamentalement? Non. La Funko Pop en plâtre ou en plastoc, ça reste de la merde. Je vais pas m'attarder sur les défauts techniques du film. Premièrement, je suis pas un spécialiste de cinéma, mais j'estime que la critique cinéma n'est pas réservée à un cercle de snobs. Donc, je suis en droit de vous donner mon avis, et il vaut ce qu'il vaut. Alors Cricri, on va reprendre les fondamentaux. Alors déjà, hein, si jamais toi, tu veux qualifier les critiques de snob, c'est très bien, d'accord, c'est un droit, voilà. Mais encore faut-il faire la différence entre faire une critique et donner son avis, hein, voilà, c'est pas exactement la même chose. Par exemple, toi, là, dans ta vidéo, tu donnes ton avis de fanboy, c'est pas une critique, hein, c'est ton avis de fanboy. Un avis, c'est, voilà, j'aime pas les épinards, c'est pourri, c'est moche, ça pue, ok, c'est un avis. T'aimes pas Jeanne d'Arc parce que le personnage est malsain, bon, bah, c'est pareil, c'est ton avis, on s'en branle. Un avis, il faut bien comprendre que tout le monde a un avis, d'accord? J'ai un avis, tu as un avis, nous avons un avis, ils ont un avis, ok, très bien. Faire une critique, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'en fait, toi, tu parles jamais vraiment de la mise en scène, tu parles juste en fait du message. C'est-à-dire que tu es dans la même position qu'un gauchiste devant le film Bac Nord. Le seul truc qui vous intéresse, c'est est-ce que le message est conforme, oui ou non, à votre ligne politique. Ce qui est à peu près le niveau zéro de l'analyse cinématographique. Ce qui me dérange le plus dans ce film, c'est son parti pris scénaristique. Besson a voulu lui donner un côté ésotérique, dark, ridicule, et surtout, son message est clair. Il se précise tout au long du film, jusqu'au procès qui en est le paroxysme. Ce message, quel est-il? Jeanne est folle, complètement hystérique et motivée par la haine. Donc ça là, tu vois, c'est un avis. On s'en fout totalement que tu n'aimes pas le fait que Jeanne d'Arc soit traitée comme une folle. On s'en fout. Tais-toi. Surtout que tu fais un peu un contre ton camp en justifiant bien que c'est la version voulue par Besson. Que c'est pas une erreur, que c'est bien Besson qui l'a voulu comme ça. Et pour ça, il faut dire que Milla Jovovich n'a pas été choisie au hasard. C'est d'ailleurs Luc Besson qui l'a imposé. En gros, t'arrives à faire passer Besson comme étant un putain d'auteur, un mec qui a une vision, un mec qui sait ce qu'il fait. Alors évidemment, c'est pas parce que Besson sera un auteur que tout à coup Jeanne d'Arc deviendra un bon film. Il y a de très mauvais auteurs, d'accord, des auteurs médiocres pour les gens médiocres, évidemment. Mais surtout, c'est même pas vrai, Besson, c'est même pas un auteur, il a pas imposé Milla Jovovich parce qu'il voulait donner absolument un côté fou au film ou je sais pas quoi. Il a pris Milla Jovovich parce qu'il la baisait, c'est une sombre histoire de cul, c'est tout. Donc en fait, au lieu d'expliquer que Luc Besson est un type médiocre qui fait des films médiocres parce qu'il fait des choix médiocres qui n'ont rien à voir avec l'art, en fait, t'es en train de nous expliquer que Luc Besson est un artiste, un auteur et tout. Et limite, tu m'as donné envie de voir Jeanne d'Arc de Luc Besson, tu te rends compte? Tu m'as donné envie de voir Jeanne d'Arc de Luc Besson. Mais voilà, je suis quelqu'un de fort, je résiste, monsieur, je résiste. La version de Besson est tout autre. Ses voix, ce sont au mieux l'expression de sa folie profonde et dérangée, au pire, celle du diable. Il suffit de voir comment elles sont représentées visuellement pour s'en rendre compte. Ok, les voix, la folie, le diable, oui, moi je veux bien, ok, mais en fait, en quoi c'est mal? En quoi est-ce que c'est mauvais? Là, ok, éventuellement t'énonces des faits. Hein, j'ai pas vu le film pour vérifier, mais éventuellement t'énonces des faits. Ok, mais en quoi est-ce que c'est mal? Bah tu nous le dis pas, monsieur, tu nous le dis pas. En fait, là, tu reproches encore une fois juste au film de ne pas être ce que toi tu attendais. C'est une attitude de fanboy, connard. Parce qu'encore une fois, je veux bien croire que le film soit nul à chier, mais c'est justement parce que Jeanne d'Arc, on peut la traiter de plein de façons différentes, que c'est un personnage qui esthétiquement est hyper intéressant. Il y a plein de versions de Jeanne d'Arc, elles sont toutes extrêmement différentes, elles sont pas toutes très intéressantes, mais il y en a plein. L'histoire de Jeanne d'Arc est l'une des histoires qui a été les plus adaptées au cinéma et par des grands noms, d'accord, qui ont chacun livré leur propre vision de Jeanne d'Arc. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui est fascinant, parce qu'en fait il a plein de facettes qu'on peut exploiter. Et une Jeanne d'Arc folle, je suis désolé, mais pourquoi pas? Une fille animée par la vengeance, pourquoi pas? Le souci là, c'est que une Jeanne d'Arc qui serait animée par la vengeance est profondément banale. Ça on l'aurait déjà vu 1000 fois. D'ailleurs j'ai déjà parlé du Rape and Revenge dans cette vidéo là, si vous voulez la voir.
Et donc la question de Jeanne d'Arc qui serait une vengeresse, mais en fait c'est une question d'ordre esthétique. C'est est-ce que c'est esthétiquement intéressant de raconter une histoire qu'on a déjà racontée 10 millions de fois de la même manière qu'on l'a déjà racontée. Donc si a priori, avant de voir le film, je serais plutôt dubitatif sur la question de la vengeance, où effectivement je trouve pas ça hyper original, la question de la folie chez quelqu'un qui est une sainte ou quelqu'un qui est une religieuse, je la trouve extrêmement intéressante. Parce que je suis désolé, quelqu'un qui entend des voix et qui prend les armes, la question de la folie, elle est sous-jacente. Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est effectivement vraiment une sainte, et on peut traiter Jeanne d'Arc comme telle, soit c'est une mythomane, soit c'est une tarée. Il n'y a pas 150 options. Et le fait d'explorer le fait qu'elle soit une tarée, bah, c'est une question qui est un peu intéressante. Je suis désolé, esthétiquement, est-ce qu'on a beaucoup de Jeanne d'Arc qui sont totalement tarées au cinéma? Je ne suis pas sûr. Alors bien sûr, on peut le faire peut-être plus subtilement que Besson. Par exemple, je pense au film Benedetta de Paul Verhoeven qui est sorti l'année dernière, qui est un bon film, voire un très bon film, même si c'est peut-être pas son meilleur, où en fait on suit une bonne sœur, mais dont on ne sait pas en fait si elle est complètement tarée, si c'est une manipulatrice hors pair, ou si c'est une sainte. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins. Et c'est pour ça que Paul Verhoeven est un grand réalisateur, c'est parce qu'en fait il est ambigu. Il ne dit pas, il va pas donner la solution en disant ouais Benedetta en fait c'est une tarée, c'est bon, voilà on va la traiter comme une tarée. Non, il y a toujours cette ambiguïté là, on ne sait jamais. Et à chaque fois qu'on se dit ok bon en fait c'est vraiment une connasse manipulatrice, hop hop hop, il y a un retournement de situation qui te fait que en fait non, en fait elle y croit vraiment, en fait elle est complètement tarée, en fait et on ne sait jamais. Alors forcément ça va perturber 2-3 petits faquins, bon ok très bien c'est pas grave, c'est le but, tant mieux. Et cette ambiguïté va créer de l'inconfort, va créer du malaise, parce que jamais, bah vraiment, tu ne sais par quel aspect prendre le personnage de Benedetta. Et là, t'as une œuvre d'art, là, t'as une œuvre qui véhicule des émotions esthétiques. Parce que c'est un objet filmique que tu ne sais pas par quel angle le prendre. Parce que c'est même pas vraiment un film qui va critiquer l'église. Vous savez, on pourrait se dire, oh mon dieu, c'est une histoire de lesbienne dans l'église catholique, oh mon dieu, en fait, ça va montrer à quel point l'église est homophobe. Mais en fait, c'est même pas ça que dit le film. Et c'est pas non plus un film qui serait du côté de l'église, où on chasserait un peu les hérétiques, les gens qui veulent prendre le pouvoir, les manipulateurs, les suppôts de Satan, etc. Donc oui, la question de la folie chez des religieuses ou chez des saintes est une question extrêmement intéressante. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a une passion, au sens christique, et quelqu'un qui est complètement taré? Est-ce que c'est vraiment une différence de nature entre les deux? Et d'ailleurs, il y a un film qui explore ça, c'est le film Adévèche de Bruno Dumont. Je vous parle souvent de Bruno Dumont, on va en reparler parce que forcément on parle de Jeanne d'Arc, parce qu'en fait on suit une bonne sœur qui est tellement à fond dans sa foi qu'elle fait peur aux autres membres de son couvent et tu dis en fait non mais casse-toi en fait, ta foi elle est trop, en fait elle est trop et en fait tu nous fais peur, tu n'as rien à faire là. Vous refusez la règle. Mais la règle nous protège et nous guide. Vous n'avez pas l'humilité. Pour le moment, pour moi, vous êtes une caricature de religieuse. Dieu n'est pas là. Il est hors de question pour l'instant que vous prononciez vos vœux et que vous restiez ici. Et ceux qui connaissent ce réalisateur et ceux qui me suivent, vous le savez, Bruno Dumont c'est un réalisateur qui a un cinéma qui est quand même assez imprégné de foi, d'imagerie chrétienne. Et lui, s'il se pose la question de qu'est-ce que ça donne trop de foi, c'est que c'est une question qui esthétiquement est intéressante. Vers quoi conduit trop de foi? Est-ce qu'elle est complètement dérangée ou est-ce que c'est une sainte? Est-ce qu'avoir trop de foi, ça ne conduit pas à être juste une dérangée? D'ailleurs, droit tardé, oui c'est à vous que je m'adresse, pour vous donner envie de voir le film. Donc cette fille qui a une foi complètement extatique, hein, qu'est-ce qu'elle fait à me donner rencontre des musulmans? Des musulmans qui ont ce même genre de foi, et que ça donne quoi? La rencontre des deux, à votre avis? Boum. Et pour continuer sur la thématique de la foi, où on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, vous avez compris que c'était une thématique qui m'intéressait beaucoup esthétiquement, il y a le film Exodus de Ridley Scott. Alors là, Christopher Line est en train de sucer Ridley Scott, oh là là, Gladiator, bon, Gladiator, je suis désolé, pour moi c'est pas forcément son meilleur film. Mais, par contre, Exodus, il y a des choses bien plus révolutionnaires dans Exodus, notamment au niveau de la religion, parce qu'en fait c'est un film, on sent que c'est un film athée. On sent que c'est un mec qui va adapter l'histoire de Moïse de façon totalement athée. Et donc on se retrouve avec en fait Christian Bale là comme ça qui a des visions, et on a surtout un regard extérieur sur Christian Bale qui a ses visions. After 400 years of slavery. Am I the only one sitting here who's done nothing about this until now? I do know a few things.
about military action. Still, if you're not going to listen to me, then why did you take me away from my family? Et donc, en fait, ça amène à se poser la question, mais en fait, est-ce que Moïse, il serait pas juste taré, en fait? Est-ce que ce serait pas juste un illuminé? Et cette question du point de vue est intéressante, parce qu'effectivement, si jamais on a un point de vue interne à la personne qui a des voix, qui a des visions, qui entend des choses, on peut se dire, oh là là, c'est Dieu et tout, etc. Mais, s'intéresser à un point de vue externe, à quelqu'un qui regarde cette personne avoir des visions, et qui donc ne voit pas la vision, est-ce que cette personne-là le prend pas un peu pour un taré? Et donc, que vous aimiez Exodus ou non, moi je m'en fous en fait, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a là un traitement intéressant, un traitement, à ma connaissance, assez inédit, de cet épisode de la Bible. Un traitement sur le doute, où rien qu'avec la mise en scène, on se pose la question de la folie de Moïse. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous parler de mon film préféré, donc l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, où justement, dans ce film-là, Pasolini, il se désintéresse totalement aux questions un peu, on va dire, mystiques. À la question des miracles, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, où il les traite simplement par un bête chant contre chant. Chose, pour au contraire, s'intéresser au discours politique de Jésus. Il fait de Jésus un Lénine, quelqu'un qui va haranguer la foule. La luce del mondo non può stare nascosta una città collocata sopra un monte, ne si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro, e fa luce a tutti quelli che sono in... Et moi, je vois bien notre ami Cricri tomber sur l'Évangile selon saint Matthieu et faire une vidéo en disant « Alors en fait, c'est pas vraiment une vision de Jésus à montrer à nos enfants, parce que bon, quand même, vraiment, on dirait un sale gauchiste de merde. Ouais, vraiment, franchement, vous vous rendez compte, après, en fait, à la place de devenir des cathos coincés du cul, en fait, ils vont voter Fabien Roussel, franchement, vraiment, c'est la honte, voilà, Tout ça pour dire que la multiplicité des façons de gérer la foi, de montrer la foi, de traiter la foi, au cinéma, c'est une question qui est fascinante et qui est hyper intéressante. Ça fait la richesse de l'art. Et c'est ce qui fait que moi, qui ai beau être totalement athée, qui ne crois absolument pas en Dieu, en fait, ça m'intéresse de voir un film sur la religion pour voir comment est-ce que cette religion, elle est traitée, comment est-ce qu'elle est amenée. Et surtout, j'ai pas une vision dogmatique. On peut montrer n'importe quelle version de Jeanne d'Arc. Si la version est intéressante, si la version propose des choses esthétiquement intéressantes, je suis capable de l'apprécier. Parce que oui, en art, on n'est pas du tout obligé de suivre des voies balisées. Parce qu'en fait, ce que là, Lannes reproche au film, c'est tout simplement de ne pas être Bravert, de ne pas être Gladiator, d'avoir voulu copier Bravert, mais de ne pas être allé jusqu'au bout en faisant une Jeanne d'Arc héroïque, etc. Parce que c'est ça la vision de Jeanne d'Arc qu'il avait envie de voir. Mais des visions différentes du personnage de Jeanne d'Arc, il y en a plein, et on va y passer un peu en revue. Mais dire que dans la version de Besson, le personnage là est fou et hystérique, mais en fait, on s'en branle, tu ne dis rien, c'est pas faire une critique. Éventuellement, on peut dire c'est un fait, ok, le personnage est fou et hystérique, mais ça ne dit pas en quoi est-ce que c'est bien ou en quoi est-ce que c'est mauvais. Parce que venir reprocher ça au film, sans savoir argumenter, sans savoir dire pourquoi est-ce que c'est mal, pourquoi est-ce que c'est mauvais, ça en dit finalement plus long sur toi que sur le film. Ça dit juste de toi que tu as un droit tardé et que tu n'as pas envie de faire une critique. Tu as juste envie de donner ton avis. Bon, après tout, ne faut-il pas des avis médiocres pour les gens médiocres ? Parce que ce qui est bien avec Jeanne d'Arc, comme je l'ai déjà dit, c'est que chaque auteur va réussir à s'emparer du personnage pour en faire autre chose. Je ne crois pas avoir vu Jeanne d'Arc qui soit traitée 2 fois de la même façon par 2 réalisateurs différents. Chacun ont leur personnalité, chacun apporte quelque chose. Je ne vais pas nécessairement reparler du diptyque de Bruno Dumont, Jeannette et Jeanne, dont j'ai déjà parlé dans 2 vidéos ici, et dont j'ai même fait un article dans Le Bien Commun. Voilà, journal de gauchiste, voilà, faut le savoir. Article où je fais le lien entre la version de Charles Pédy de Jeanne d'Arc, les versions de Charles Pédy de Jeanne d'Arc, et les films de Dumont. Pédy, qui comme chacun sait, lorsqu'il a écrit sa 2e version de Jeanne d'Arc, il était un odieux gauchiste, qui allait mourir à la guerre volontairement. Voilà, engagé volontaire. Mais pour résumer, dans ces 2 films, Jeanne est confrontée en fait à la cruauté des hommes et à l'inaction de Dieu. Et pourtant, Jeanne garde la foi. Et ça, c'est une vision intéressante. Là, il se passe quelque chose. Dieu est silencieux et pourtant, Jeanne continue de croire. Mais il y a également la version de Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc, qui était peut-être une des versions les plus commentées, un film muet, qui est excellent. Et comme son titre l'indique, fait la part belle à la passion. La passion au sens, c'est christique, c'est la souffrance, c'est le Christ sur la croix, il souffre et tout. Là, c'est la passion de Jeanne d'Arc. C'est ces derniers moments, les moments où elle va souffrir. La souffrance de la sainte, monsieur. Et c'est pour ça que tu vas voir ce film, pour voir la souffrance d'une sainte.
y a la version de Rivette, pareil en 2 films, dont j'ai déjà parlé en vidéo, ici, il y a très longtemps, genre il y a 6 ans. Voilà, très bonne vidéo, j'en suis toujours très fier. Où en fait, on va s'intéresser plus aux intrigues politiques. Comment est-ce que fait Jeanne d'Arc pour essayer de faire sacrer le roi à Reims? Pourquoi est-ce que c'est important de faire sacrer ce foutu roi à Reims? Quelle puissance symbolique ça a? Et quelles sont les intrigues de pouvoir autour du roi de France? Même ma version préférée, avec la version de Bruno Dumont, c'est sans doute celle-là, Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson. C'est le premier film que j'ai vu du réalisateur, et c'est le film qui m'a fait m'enchaîner tout le reste de sa filmographie. C'est un chef-d'œuvre. En plus, ça dure 1 heure quelque chose, vous n'avez aucune raison de ne pas aller le voir. C'est un film qui est en plus basé sur les minutes réelles du procès de Jeanne d'Arc. Et donc dans ce film-là, il est question de la dualité entre le corps et l'âme. Comment est-ce que les Anglais vont torturer Jeanne d'Arc psychologiquement? Comment est-ce qu'ils vont faire pour altérer son corps afin de briser son âme? N'avez-vous pas dit que pour nous, évêques, il était dangereux de vous juger? Méfiez-vous de me juger mal, j'aurais fait mon devoir de vous le dire. Mais quel est le danger pour nous, évêques? Les voix m'ont dit que je serais délivré par une grande victoire pendant le jugement. Elles me disent aussi, prends tout en gré, ne crains pas ton martyr, tu t'en viendras au royaume de paradis. J'appelle martyr la peine que je souffre en prison, et je ne sais si on peut en souffrir de plus grande. Mais je m'en attends à notre Seigneur. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin, on a une fin comme dans Star Wars. Ouais, ça n'a aucun rapport, mais je vous donne... Regardez, dans Star Wars, épisode 4, je vais pas vous mettre l'extrait, mais... Vous savez, Obi-Wan, il meurt comme ça, oh, et là, t'as un petit fondu et son corps, il disparaît. Et là, c'est genre bien signifiant, il est devenu la force et tout, bref, c'est hyper lourdingue. Hein, chez Bresson, voilà, quand elle meurt, c'est filmé comme ça. C'est beau, non? Son corps a disparu, elle n'est plus qu'âme. Mais surtout, moi je prends un plaisir fou à imaginer notre ami Cricri face à la version de Bertrand Mandico de Jeanne d'Arc. Parce qu'il est déjà en PLS dans la version de Besson parce qu'elle a l'air folle. Dans la version de Bertrand Mandico, c'est un truc de malade. Bertrand Mandico, il a un problème dans sa tête, d'accord? Ce qui en fait sans doute peut-être l'un des plus grands artistes du moment. Y a-t-il une vierge encore vivante? Y a-t-il une vierge encore vivante? Ah, ça c'est un beau titre. Hein, peut-être même que j'aurais donné ce titre à cette vidéo. Qui sait? Parce que cette version ne respecte rien, elle n'en a rien à foutre. Bertrand Mandico, c'est un auteur, c'est un artiste, il a une vision, il prend un personnage connu et il en fait ce que lui, il a envie d'en faire. Et c'est ça la démarche artistique. C'est pas être gentil avec les droits tardés, les caresser dans le sens du poil parce que bon, sinon ils seraient pas contents. C'est pareil avec les woke, hein. C'est pareil, oh là là, bon quand même, on va être gentil hein, parce que bon quand même, sinon on va se prendre telle minorité ado qui va... Ta gueule, on s'en fout. Fais ce que t'as envie de faire. La version de Mandico, donc c'est un court métrage, ça dure 8 minutes et je crois que ça s'achète pour 2 € sur Univers Ciné, donc clairement, c'est même pas le prix d'un café. Allez le voir, enfin je veux dire, si vous n'allez pas voir ça, c'est que... She was deflowered by an English stallion, ever so gently. The loyal beast became her traveling companion. Vous avez le droit de détester après. Malheureusement, nous sommes dans un pays libre. Mais lui, il fait de Jeanne d'Arc une putain qui a survécu aux Anglais. Les Anglais l'ont en fait pas brûlé, ils l'ont juste arraché les yeux. Et elle erre dans les champs de bataille à la recherche de femmes vierges. Voilà. Et elle tombe sur une demi-vierge parce qu'elle a été dépucelée par un arbre qui gicle du sperme. Pardon. Voilà. Je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment, c'est pas cher. Ça dure 8 minutes. Je peux difficilement mieux vous le vendre. Donc en fait, lorsque notre ami Cricri dit ça... Et comme moi, à l'époque, il a lui aussi senti que quelque chose n'allait pas. Alors même qu'il n'a pas particulièrement d'image précise de Jeanne, de la vraie Jeanne. La vraie Jeanne. Mais tu parles de quoi lorsque tu dis de la vraie Jeanne? On sait pas de quoi tu parles. Tu parles de quoi? De la Jeanne historique? Mais qu'est-ce que tu connais toi de la Jeanne historique? Celle de ton ami Juju? Qui est censée être appâtée en train de mener les hommes alors qu'en fait elle était loin derrière? Celle de Pédi? Et encore, quelle version de Pédi? La version qu'il a écrite lorsqu'il était socialiste et athée? Ou celle qu'il a écrite lorsqu'il était nationaliste et croyant? Hein, voilà. Quelle version est la vraie version de Jeanne d'Arc? Celle de Dumont, celle de Bresson, celle de Dreyer? Quelle version est la vraie version de Jeanne d'Arc? Donc la vraie Jeanne, c'est quoi la vraie Jeanne? Ça n'a pas de sens de dire la vraie Jeanne. Surtout venant de ta part, où t'es le premier à faire les pires approximations pour justifier un roman national. Non, encore une fois, ce que tu veux, c'est que le personnage de Jeanne d'Arc que tu regardes dans un film, il se conforme à l'idée que toi tu t'en fais dans ta vision de droit tardé. Bon, c'est tout. Mais c'est juste une vision de dogmatique, d'illuminé.
Mais je vois les derniers droitardés qui sont encore sur cette vidéo venir râler. Non mais nous, en fait, t'as pas compris, là tes films ils ont l'air chiants, ils sont en noir et blanc, nous ce qu'on veut, c'est de la baston, parce qu'on est des beaufs, on est virils, on veut taper, on veut des grosses épées, on veut que Jeanne d'Arc et pour faire de l'anglais, quel le massacre, de manière héroïque, Calme-toi déjà, prends un sédatif. C'est grave ce que tu as. Oui monsieur, faut se calmer. Sauf qu'en fait, cher ami droitardé, là ce que tu exiges quand tu veux du spectacle, que tu veux du divertissement, ce que tu veux là, c'est pas un film de droite. D'accord, on est bien d'accord, ce que tu veux, un film qui va mettre en valeur l'héroïsme de Jeanne d'Arc et tout, c'est pas du tout des trucs en valeur avec la droite. Moi je pense personnellement, voilà, que Peggy, lorsqu'il fait ça, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, le porche du mystère de la deuxième vertu, le mystère des saints innocents, voilà, une trilogie de mystères qui porte sur Jeannette lorsqu'elle était enfant, qui a écrit lorsqu'il était de droite et donc croyant, c'est bien plus de droite, et pourtant ça n'est pas du tout héroïque, ça ne s'intéresse juste en fait aux troubles mystiques dans la foi de Jeannette. Ça me semble bien plus de droite que n'importe quelle vision un peu héroïque, un peu beauf. Le rapport à Dieu, le rapport à la foi, parce que de l'héroïsme et de la bravoure, on en trouve absolument partout, même en URSS. Union des républiques socialistes soviétiques, monsieur. Oui, monsieur, le soviétisme est héroïque. Notamment, et je cite Alexandre Nevsky, c'est pas mon film préféré d'Eisenstein, mais je cite celui-là parce que c'est exactement ce que vous voulez. Voilà, c'est un film qui a été produit juste avant la Seconde Guerre mondiale, où en fait, tu vois, les Russes, ils se sont dit, bon, les Boches, là, ils ont l'air de nous emmerder un peu, on va faire un film, on va montrer en fait un personnage historique, Alexandre Nevsky, quand il a repoussé les chevaliers teutons, là, bon, les Boches, là, du coup, comme ça, il dit, bon, bah voilà, Hitler, tu vois ce qu'on a fait à tes ancêtres, on va faire la même, voilà, on va te défoncer, on va te buter, tu vas finir sous la glace et tu vas crever. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en plus. Oui, monsieur. L'armée rouge a battu l'armée nazie. Un film prophétique. Et donc, c'est un film de 38 où on voit des chevaliers teutons sur de la glace ils s'effondrent sous le poids de leur armure, et l'armée russe qui gagne. Voilà, c'est héroïque et tout, il y a une musique de Prokofiev. Et ça sur YouTube, qu'est-ce que tu fous encore là? Regardez cette vidéo de merde, va sur YouTube voir Alexandre Nevsky. Et d'ailleurs, chers amis, vous qui suivez l'actualité des droitardés, vous n'êtes pas sans savoir que notre ami Juju, voilà, en ce moment il est un peu partout pour faire la promotion de son dernier torchon. Il m'a pas envoyé son torchon, putain, merde, je peux pas le lire. C'est dommage quand même. Mince. Aurait-il peur? Et donc ce Juju passe son temps à venir nous dire, oui, bon, la droite c'est le rejet de la modernité, la droite c'est la réaction. La droite, c'est le retour à la nature. Est-ce que je vais vous mettre un extrait de lui qui dit ça? Non. Non, monsieur. Ce serait s'acharner sur une bête à moitié morte? Ce serait tirer sur l'ambulance? C'est de gauche, totalement de gauche. Il est de gauche, bien entendu. Marine Le Pen est une femme de gauche. De toute façon, pour lui, tout est de gauche. Bon, voilà. Tout est de gauche à part lui. Et donc, par amour pour Juju. Oui, monsieur, car c'est de l'amour, de la passion. Je vais tenter de vous trouver un film de droite. Le film de droite par excellence, pas un film de droite pam pam boum boum avec des épées. Là on est d'accord, ça existe à gauche aussi, ça existe absolument partout. Voilà. Ça c'est juste du spectacle, d'accord? C'est que vous êtes lobotomisé par la société spectaculaire. Mais on va pas rentrer dans du guide de bord maintenant, c'est pas le projet. Ah oui, cette vidéo est déjà trop longue. Oui monsieur, trop long, trop long. Mais bon, vous le savez vous, plus c'est long, plus c'est bon. C'est pour ça que nous attendons la version intégrale de Make to My Love Intermezzo, avec le cunilingus de 16 minutes en entier. Non simulé. Pour la longueur. Et donc, si on cherche un vrai film de droite selon Juju, donc qui rejette la modernité, qui est pour un retour à la nature, etc., en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ces films-là, mais bizarrement, les droitardés, c'est pas vers ce genre de film-là qu'ils veulent. Et puis quand les droitardés veulent faire un film, non, ils veulent faire un film pam pam boum boum avec des épées. Bon, sont-ils vraiment de droite? Ou sont-ils juste des lobotomisés par le spectacle? Vaste question, mais j'ai la petite réponse. Non, je vous ai trouvé un vrai film anti-moderne, un vrai film sur le retour à la nature, un film italien. Par contre, je suis pas sûr qu'il va vous plaire. Il n'y a pas de dialogue de tout le film. Ça s'appelle Il Dono. Je sais pas comment ça se prononce, je parle pas un mot d'italien. Je ne parle que le français. D'accord, l'italien est un sous-latin dégénéré, voilà, alors que le vrai latin original a donné le français. Voilà, faut le savoir. Je ne parle que le latin originel, enfin, plutôt, sa véritable émanation. Donc c'est un film de 2003,
de Michelangelo Framaritino, un truc comme ça, voilà, hein, voilà, un réalisateur, bref, il existe. Donc vous n'allez pas aimer, hein, franchement je vous le dis, ça dure 1h20, il n'y a aucun dialogue intelligible, donc ça se regarde sans sous-titres. Où en fait on est dans un vieux village, il y a quasiment plus d'habitants, et on a un petit vieux qui habite loin de tout, dans une petite ferme, et son chien il meurt. Oui monsieur, son chien il meurt. Et donc il fait appel à des gens pour bêcher, pour faire un trou pour qu'il puisse enterrer son chien. Et les gens là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les ouvriers. Les ouvriers, ils oublient leur téléphone portable, enfin c'est un téléphone portable de 2003, donc leur brique et une photo pornographique. Et qu'est-ce qu'il a ce petit vieux là qui a l'air d'avoir 80 balais, qui se marche difficilement, qui n'a jamais connu la modernité dans son petit village? Il est choqué monsieur, il est choqué par la modernité monsieur, il est choqué, et tout le film c'est ça, c'est un vieux monsieur choqué par la modernité qui ne sait pas quoi faire de cette image pornographique, qui la regarde et qui ne la comprend pas, qui ne comprend plus le monde dans lequel il vit, qui ne comprend pas ce téléphone qui vibre tout seul. Finalement, n'est-ce pas lui qui est le plus proche de Jeanne d'Arc qui chassait les prostituées loin du champ de bataille? Bref, les retardés, regardez des films voilà, qui sont en rapport avec votre idéologie. Voilà, vous ne supportez pas le film de Luc Besson parce que blablabla. Non, mais soyez conséquents, hein, d'accord? Exigez des films qui relèvent vraiment de votre idéologie. Des films lents, des films où il ne se passe rien, et des films où en fait, à la fin, le droit tardé, il meurt parce qu'il n'est plus adapté. Hein, voilà. Là, vous serez conséquents. Et ne venez pas me dire, ouin, il n'y a que des films de gauche, mon Dieu, regardez, dans le dernier Pixar, il y a deux femmes qui s'embrassent, c'est trop choquant, imaginez, j'emmène les enfants voir ça, et là, boum, deux femmes qui s'embrassent. Parce que si vous faites ça, hein, déjà vous rejoignez les Dubaïotes en pensée, hein, voilà, donc des islamistes, voilà, vous êtes des islamistes mentaux, bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Et puis surtout, hein, on va pas se mentir, c'est pas ça la gauche, c'est pas ça le progressisme absolu, c'est pas ça la répartition des richesses à coup de guillotine. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment juste un progressisme d'apparat pour faire parler, pour dire « Oh, regardez comme on est gentil ». N'oubliez pas que Disney, il n'y a même pas 15 ans, il vendait des anneaux de pureté, d'accord? Pour te dire de ne pas baiser avant le mariage, ne soyez pas dupes, d'accord? Merde. Et puis même, Cricri, t'as peur de quoi? T'as peur de quoi, Cricri? Est-ce que t'as vraiment peur que ton fils de 6 ans il regarde un film de Pixar et tout à coup il se dit « Merde, je veux devenir une femme noire lesbienne maintenant parce que j'ai vu une femme noire lesbienne embrasser quelqu'un dans un film Pixar !» Soit ton fils, si jamais c'est le cas, c'est ta peur, bon, ben, c'est qu'il est peut-être instable, hein, voilà, donc peut-être, bon, voilà. Soit c'est toi qui es instable pour avoir cette crainte, hein, voilà, c'est l'un des deux. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'en vrai, si tu veux faire un film de gauche, mettre un homosexuel, ça ne suffit pas. D'accord, on est d'accord que les homosexuels, en fait, finalement, ils sont politisés de la même manière que les hétéros. Le seul pour lequel ils votent pas, il me semble, les LGBT, QIR+, c'est Zemmour, parce que Zemmour, il a clairement fait campagne contre eux. Donc bon, si on dit « Toi là, on va te mettre dans un camp, on va te tirer dessus !» Bon, effectivement, je peux comprendre qu'ils votent pas pour lui. Je caricature, hein, évidemment, c'est une caricature. Mais sur un sondage paru très légèrement avant les élections, on se rend bien compte qu'être hétéro ou gay, ça change pas pour qui tu vas voter. Ce qui compte, monsieur, c'est la classe sociale. Donc, si tu veux faire un film de gauche, faut pas mettre des homosexuels, d'accord? Ça sert à rien, tu veux dire, c'est pas spécialement de gauche. Les homosexuels existent, bon, bah voilà, ok. Tu peux en mettre un, tu peux ne pas en mettre, ça ne change pas si c'est de droite ou de gauche. Par contre, ce qui est intéressant, si tu veux faire un film de gauche, c'est de traiter de la condition des gens, de traiter de la condition ouvrière, de traiter des rapports de classe, de traiter du monde du travail. Là, tu auras quelque chose d'intéressant, là, tu auras quelque chose de gauche. Par exemple, récemment, j'ai vu le film 12 000 d'une fille. Voilà, une réalisatrice. Et c'était pas mal du tout. Oui, monsieur, pas mal. Où c'est un mec qui doit absolument trouver 12 000 €. Sauf que lorsqu'il arrive dans l'entreprise où l'agence d'intérim lui a dit d'aller, bah en fait, on veut plus de lui, on n'a plus besoin de lui. Le mec, il a traversé la moitié de la France pour aller dans cette entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Bah, de casser le coût du travail. De travailler à moitié prix. Réaction. Je suis avec toi? Quoi, mais je suis tout seul aujourd'hui là? Ah, je crois que vous avez oublié un nom, Franck Hernandez. Ah non, mais toi t'es décommandé en fait. Finalement, on n'a pas besoin de toi. En plus, c'est pas une petite cuve. Ah, mais à force de dire que tu t'en sors bien, ça leur a donné des idées. Attendez, mais je peux pas la faire tout seul. 700 bornes. Et puis rien. Écoute, t'es décommandé, tu veux que je te dise quoi? Mais non, on va trouver une solution. Ah, y a pas de solution. Mais si, moi je vous fais une journée à demi-prix, prix d'essai. Non, mais attends, tu tranquille. Oh, les gars, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place, les gars. Vous avez vos ordres de mission, vous déguerpissez le plancher, vous allez travailler. Ça suffit, on se calme et on va travailler. Ouais, dans la joie et la bonne humeur, merci. Ok. C'est vous qui m'avez appelé. Stop. Tu vas voir avec ton intérim, on n'embauche plus personne, ça sert à rien de venir. Ok? Alors tu vas rendre ton bleu de travail. Allez, bonne journée. Et ouais, là on parle de quelque chose, là on parle d'un mec, il est dans la misère, il est prêt à travailler moitié prix parce qu'il a besoin d'argent, et les autres ils disent bah attends mais si toi tu travailles à moitié prix, mais c'est pas possible, tu vois, genre si toi tu te mets à casser les prix, nous aussi on va devoir casser les prix, enfin,
Et là, on parle de quelque chose. Là, on parle d'une situation réelle de l'armée de réserve du capital, monsieur. Les chômeurs. Et ce qui est beau dans le film, c'est que malgré ça, on garde une certaine solidarité ouvrière. Oui, monsieur. Les patrons n'auront pas notre solidarité de classe. Et peut-être que le plus beau film sur cette question, c'est un film d'Alain Guiraudy. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur tous les films d'Alain Guiraudy, comme j'ai pu le faire pour d'autres réalisateurs. Ça s'appelle « Ce vieux rêve qui bouge ». Oui, monsieur, « Ce vieux rêve qui bouge ». C'est un moyen métrage. Ça raconte l'histoire d'un technicien qui arrive dans une usine pour démonter une machine, d'accord? L'usine va fermer, tous les employés vont être virés, et lui, il vient pour démonter cette machine. Lui, il vient sur ordre du patron pour prendre cette machine et l'emmener ailleurs, dans un autre pays. C'est lui qui va faire que la délocalisation est possible, parce que la machine vaut quelque chose, alors que les ouvriers valent rien. Et forcément, les ouvriers sont pas contents que ce type-là débarque, que ce type qui était en fait finalement un ouvrier qualifié, quelqu'un qui a une compétence supplémentaire à eux, arrive et leur vole leur travail, leur prend, leur enlève pour le mettre dans un autre pays. Alors qu'en fait, l'ouvrier, lui, il veut juste vivre, il fait ce qu'on lui demande, parce que lui aussi, il a besoin de survivre. Que je fasse les présentations, monsieur Rébard, Roger Rébard, c'est bien ça? Louis. Et monsieur Rodillou, Jacques Rodillou. C'est lui qui vient démonter la turbinoire? Lubitona, monsieur Rébard, Lubitona. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander aux quelques ouvriers qui sont encore ici, n'est-ce pas, monsieur Rébard? Je vois pas trop en quoi on pourrait lui être utile. Je devrais me débrouiller tout seul. Bon, j'imagine qu'on s'est tout dit. Et donc, ce qui est beau, c'est lorsqu'en fait cette opposition, ce patronat qui divise pour mieux régner entre les ouvriers qui sont peut-être un peu plus qualifiés que d'autres, ceux qui viennent apporter la mauvaise nouvelle aux autres, ceux qui rendent la délocalisation possible. Et c'est qu'entre ces deux types d'ouvriers, finalement, il y a une solidarité qui se crée, qu'il y a de l'amour, monsieur. De l'amour. Tu pars demain soir? J'aimerais bien. Faudra qu'on prenne un verre. T'auras un peu de temps? N'arrête pas de prendre des verres. Un peu moins vite qu'on puisse discuter. Tant qu'à venir manger à la maison, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Pourquoi pas oui ou pourquoi pas non? Ouais, ça marche. Bon, ça marche. Ça t'ennuie pas de toujours changer d'endroit? Changer d'endroit? Comment ça? Ton travail. Une fois, j'ai travaillé dans une même boîte toute une année. Je te jure, il était temps que je m'en aille. Si vite? Je sais pas comment les gens font. Toi, par exemple, t'as dû passer au moins 20 ans ici. Tu peux dire 30. 30 ans dans la même usine? Je sais pas comment on fait. Tu t'en rends compte une fois que c'est passé. Sur le moment, tu te poses pas la question. Justement, moi, je me la pose. Parce que tu veux bien te la poser. Sinon, rien ne t'oblige à te dire tous les matins, putain, j'en ai encore pour 30 ans. Tu prends les jours les uns après les autres, au bout, ça te fait une vie. Et il faut bien gagner sa croûte. Alors que tu l'as gagné ici ou ailleurs, ça change quoi? Il se passe quelque chose là, monsieur. Là, on est de gauche. La solidarité de classe arrive à transcender la division voulue par le capital.